Salam alaikum, Azul, bonsoir. Tout ce qui concerne les relations humaines, horizontales ou verticales, sur un plan sociétal ou hiérarchique, depuis le voisinage jusqu'au pouvoir politique, en passant par la gestion de la cité, l'enseignement, le commerce, la circulation monétaire, les relations de travail, la représentation syndicale, l'activité partisane, la représentation citoyenne et jusqu'au pouvoir politique. Tout cela et tout ce qui nécessite pour l'individu, et à plus forte raison pour le citoyen, un engagement réciproque entre lui et celui ou ceux à qui il confie le soin de gérer ses intérêts, nécessite la présence impérative et fusionnelle de trois valeurs principales. Trois. La crédibilité, la confiance et la compétence. Un triptyque homogène dont l'absence d'un seul élément parmi les trois le rendrait inopérant. J'imagine que vous aurez compris où je veux venir. Au pouvoir politique algérien, bien sûr, vous l'aurez compris. À la difficulté sans cesse croissante qu'il rencontre tous les jours désormais d'assumer les charges censées être les siennes et à la défiance insoutenable des citoyens à son endroit, à cette fuite en avant qui le distingue désormais, à ces attitudes suicidaires qui le caractérisent, en plus du péril qu'il fait courir à l'avenir même de la nation qu'il risque de précipiter dans l'indicible. Et en ce qui le concerne, ce pouvoir algérien n'est pas seulement affecté par l'absence d'une des trois vertus indispensables, mais par la totale absence des trois, puisqu'il n'a plus aucune crédibilité, ni auprès des Algériens, ni encore moins à un niveau international. En fait, et sans jeu de mots, il a épuisé tout son crédit. Les seules puissances qui continuent d'investir en lui et de fermer les yeux sur ses frasques ne le font que parce qu'ils ont trouvé en lui une sorte de proconsul qui ne leur refuse rien, qui sert leurs intérêts au détriment de son propre peuple, tant qu'ils le soutiennent, tant qu'ils lui permettent de vaquer à sa prédation ordinaire. Il en est de même pour la confiance. En plus d'un demi-siècle de captage indu du pouvoir, il a quasiment fini par banaliser dans la perception de toute la société algérienne que la fraude électorale, l'ascenseur social, les désignations politiques, l'exercice politique en soi, la justice, la gestion de la rente et tout ce qui concerne la vie du pays n'obéissent qu'à une seule logique, celle de la cooptation, de la corruption systémique et du clientélisme. Aucune opacité en la matière, c'est très clair, puisque ce régime ne prend même plus le soin de cacher ses turpitudes. Il les étale en plein jour et il est parvenu à en faire une sorte de charte des critères pour l'ascension au pouvoir et aux privilèges, au point où un commis de l'État vertueux est naturellement éjecté aussitôt qu'il est installé, si tant est qu'il y parvient par on ne sait quel effet pervers au système. Pour ce qui est du troisième élément du triptyque, la compétence, le régime a réussi à faire de son système une médiocratie qui ne peut générer que de la médiocrité et qui phagocyte par essence tout mérite qui pointe à l'horizon. De la même manière que tout élément compétent est incompatible avec les mécanismes de la machinerie. La compétence n'y a pas droit.
elle y est antinomique. Elle y est donc tout aussitôt neutralisée et ne peut s'y déployer. Bien au contraire, si elle n'y est pas immédiatement éjectée, elle risque de la bloquer, la machinerie. Nombreux parmi nos compatriotes cadres supérieurs en Occident et qui ont tenté de revenir au pays pour le servir l'ont appris à leurs dépens et ont mesuré leur désormais incompatibilité avec le système en cours. Ceci expliquant cela, voici pourquoi il est impossible pour ce régime de s'amender, voire même s'il le voulait. Et voici pourquoi, aussitôt que la manne financière sera épuisée, cette manne qui lui sert à anesthésier les multitudes, une formidable lame de fond se lèvera sans aucun doute dans tout le pays pour le balayer, ce régime, pour ne plus rien laisser de lui qui subsiste, parce que l'urgence se manifestera alors, qui viendra rappeler à tous les Algériens que ce régime est mortifère, qui n'est ni digne de confiance, ni crédible, ni compétent, et qui ne peut donc garder le gouvernail du bateau Algérie quand la tempête fera rage, quand il sera vital que le commandant de bord soit crédible, digne de confiance et compétent. يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش بلادي بكاو كدموع ميساجي كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا دزاير قلبي راه معمر اليوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلميها انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش مخسر Référendum J-1. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, nous aurons sur le plateau Farida Hamidi, psychologue clinicienne et hirakiste, Houssine Yahyaoui, militant des droits de l'homme et hirakiste, Benaïssa Mohamed, militant politique et hirakiste, et mon collègue, mon confrère Chaban Qassi. Puis nous rejoindra Hicham Rouibah, doctorant en sciences économie tout à l'heure, et Sadr Hajjou, si je ne m'abuse, Chaban, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux téléspectateurs et à nos invités ce soir. Merci. Alors, Chaban, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je présume que c'est l'affaire Tebboune.
Mais vous parlez, voilà, vous parlez de nouveau, de renouveau, de nouveauté. Malheureusement, on pourrait employer le mot de rebondissement, digne peut-être d'une enquête. Et c'est pour vous dire comme quoi, en Algérie, encore une fois, rien n'est simple. Le président, le chef de l'État est malade, en isolement depuis samedi. Et toutes les 24 heures, les Algériens, la presse du monde entier est là, donc assoiffée d'informations, car il est tout à fait normal qu'on ait des informations. Et beaucoup parlent de rebondissement et d'attente, manque d'informations. Pourquoi rebondissement? Puisqu'il y a encore une nouvelle information qui est arrivée, puisque le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a été transporté dans un avion médicalisé. On va en voir quelques images dans quelques instants, mais peut-être place aux Algériens et aux Algériennes. Vous le savez depuis hier, lorsqu'on a appris qu'il ne se soigne pas en France, et bien évidemment, les réseaux sociaux, les Algériennes, c'est encore une goutte qui fait déborder le vase. Hein. C'est comme lorsque Abdelaziz Bouteflika a vu son portrait se présenter à la coupole d'Alger il y a quelques mois. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là, les Algériens n'en peuvent plus. Euronews, entre autres, vous allez sur leur page YouTube. Je vais vous en citer 3-4 parce que c'est vraiment place au peuple algérien. Vous avez Cyberpunk, par exemple, qui dit même pas capable de construire son propre hôpital, incapable, incompétent. Anne-Marie qui dit et le peuple algérien qui présente les mêmes symptômes que les dirigeants. Elle fait comment pour se soigner dans ce pays? Clinton Silva, il faut l'envoyer dans un hôpital public algérien comme tous les Algériens normaux. C'est scandaleux. Et puis Mohamed MS qui nous dit, j'en suis d'ailleurs tout ému en disant ça, qui dit nouveau Bouteflika. On verra quelques images avec Abdellah. Vous verrez qu'il y a quelques mois aussi, quelques années, Bouteflika était aussi soigné en Allemagne. Donc rebondissement, samedi dernier, isolement. Mardi soir, l'APS qui informe Bouteflika est réellement malade et qui doit être soigné. Donc ça sort des... évacué sur Ennej, l'hôpital militaire. Exact. J'y venais évacué à l'hôpital militaire. Cette information est rapidement retirée. La force des réseaux sociaux, ça fait le tour du monde. Et puis, quelques heures plus tard, hier soir d'abord, El Biled qui nous dit que c'est un état stable et pas d'inquiétude. Et quelques minutes après, on apprend qu'un avion a été atterri en Allemagne. Je vous propose, et je propose à Abdellah de diffuser ces quelques images, notamment de cet avion qui a atterri hier apparemment. Il paraît que c'est un avion hyper sophistiqué. Alors, c'est un avion hyper sophistiqué que vous avez ici. On est en train de le voir en image. Exactement. Là, c'est là où a été transporté Abdelmadjid Tebboune, selon les enquêtes, à Cologne, à l'aéroport de Konrad Adenauer. C'est un avion qui appartient à la société française d'Airlerk Air Espace. Il s'agit apparemment d'un Hawker 1000B pour les spécialistes Elixir. C'est l'un des avions les plus performants au monde, affrété en toute urgence. Il est équipé de 2 civières et à bord duquel il y a 2 accompagnants pour assurer le transfert. C'est un avion hyper moderne pour embarquer des équipements. Et il est spécialisé en quoi, cet Justement, il est équipé d'équipements pour notamment lorsqu'on on a des problèmes respiratoires notamment. Il y a vraiment un équipement sophistiqué de réanimation. Même le personnel, paraît-il, il est hyper formé. L'infirmière, le pilote, Exactement, c'est ce que je vous disais, des équipements médicaux de pointe et notamment des respirateurs indispensables pour la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Voilà, maintenant on en sait un peu plus. Et l'hôpital dans lequel il a été évacué? Alors, c'est ce que je vous disais, c'est le célèbre hôpital, c'est l'hôpital qui s'appelle Kren. Alors, je vais essayer, parce que je ne parle pas spécialement couramment l'allemand, qui s'appelle Krankenhaus Meriem à Cologne. C'est un hôpital qui est très connu. On dit qu'il est le meilleur dans sa catégorie. Il est dans le meilleur dans sa catégorie et c'est un hôpital qui accueille notamment plusieurs personnalités. Et plusieurs équipes se sont relayées au chevet de Tebboune. De Tebboune depuis maintenant quelques... Plusieurs équipes d'experts. Depuis quelques heures. Oui. Alors, bien évidemment, encore une fois, à l'homme, on lui souhaite le plus grand rétablissement et le plus rapidement possible. Mais encore une fois, c'est un pays où la situation s'aggrave, pas de réaction, très peu de réaction, très peu d'informations. Où le secret, le culte du secret. Le culte du secret, mais un secret qui malheureusement ne va pas en l'avantage du pouvoir, car Tebboune, alors je dis malheureusement pour eux, pour le pouvoir, oui, c'est que encore une non-confiance qui s'aggrave et une illégitimité qui prend une ampleur pas possible. Parce que là, en plus en Algérie, malheureusement, on se rend compte que lorsqu'une personne comme un chef d'État
n'est plus présent avec des rebondissements, eh ben, on se rend compte que le pays est totalement déstabilisé. Donc aujourd'hui, on a encore une fois des spéculations. Est-ce que ce référendum, encore une fois crucial pour le pouvoir, va être maintenu? Voilà, enfin en Algérie, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Le dernier communiqué, en tout cas, dit que le président de la République commence à recevoir un traitement approprié dans l'un des plus grands hôpitaux spécialisés allemands et en Europe. Et son état de santé est stable et n'est pas préoccupant. Et ça, pour terminer là-dessus, c'est une interrogation qui suscite énormément de débats. El Biled qui nous dit hier soir... Mais les Allemands, ils n'ont pas dit ça. C'est le communiqué de la présidence qui dit ça. C'est le staff médical de la présidence. Eh bien, c'est exactement toute la... Je souris un peu, mais c'est toute la particularité aussi avec l'APS parfois et les communiqués de presse donc, de la présidence. C'est que souvent, il y a un décalage entre ce qu'on peut vivre, notamment l'évacuation en urgence dans un hôpital allemand, et puis à la fois une présidence qui nous dit un état stable et qui n'est pas préoccupant. S'il est stable et pas préoccupant, pourquoi... Mais normalement, c'est ton médecin. C'est aux staff médicaux qui s'occupent de lui de faire cette déclaration, ce qui n'est pas le cas. Alors, on a un exemple précis là-dessus. Donald Trump, bon, vous connaissez Donald Trump, le président américain, qui avait, lui, devancé le médecin de la Maison-Blanche. Le médecin de la Maison-Blanche devait donner donc, une conférence de presse pour donc, parler de l'état de santé du président américain. Il avait devancé, mais effectivement, vous avez raison. En général, il y a un communiqué de presse signé donc, par le service médical de la présidence qui doit répondre. En tout cas, pour terminer, ça suscite des interrogations. Si l'état de santé est stable et n'est pas préoccupant, pourquoi aujourd'hui n'entendons pas, ne voit-on pas Abdelmadjid Tebboune serait-ce qu'en train de boire un thé ou lire un livre? Donc, et vous le disiez depuis toute... Lire un livre, par exemple, pas trop demandé non plus. Non, mais pourquoi pas? Si son état est... Mais c'est des questions... Alors, à la limite, fumer une cigarette, c'est un président, faire des grands gestes comme ça. C'est un président, en tout cas, qui fume énormément, mais en tout cas, il y a une incohérence entre ce qu'on peut lire et ce qu'on a envie de voir et ce qu'on pourrait aussi analyser, puisque aujourd'hui, il y a une incohérence entre ce qu'on nous dit et ce que le président est en train de vivre, puisqu'il est hospitalisé. Chaban, vous avez insisté pour inviter Sadr Hadjo. Oui. Alors, vous savez que depuis le début de cette semaine, donc, on est revenu un peu sur ces parties. D'abord, pardon. Juste, vous êtes sûr que Bouteflika a été hospitalisé en Allemagne? Écoutez, je vais proposer justement à Abdellah de nous montrer cette une. Alors, peut-être que c'est peut-être une fake news, hein, vous allez nous répondre. Mais il c'est possible, c'est que je n'ai pas souvenance. Oui. Pourtant, vous, Jamaldine, vous avez une encyclopédie algérienne. Encyclopédie avec mon Alzheimer rampant. Alors voilà cette une qui avait été parue il y a quelques temps. Est-ce qu'il s'agit d'une information éventuellement Bouteflika, mais encore une fois... on va vérifier tout à l'heure. Encore une fois, malheureusement, lorsqu'il s'agit de soins aussi en Algérie, c'est pas... Alors, vous aviez donc invité Sadr Hadjo? Oui. Pour leur donner la parole, hier j'ai essayé de les joindre. Qui est membre du FFS, hein, membre du direction du FFS. Exactement, qui est le secrétaire national chargé des relations avec la communauté à l'étranger. Sadr Hadjo, vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir, Sadr Hadjo. Allô, oui, bonsoir. Bienvenue. Alors, une réaction en 2 minutes. Je vous ai eu tout à l'heure au téléphone. Hier, j'ai eu un certain nombre de membres du FFS, dont vous. J'ai aussi Majid Rouar qui nous disait clairement donc, que le FFS n'appelait pas à boycotter ce référendum du pouvoir. Je vais citer juste 2 lignes parce que vous allez en parler en 2 minutes. Le FFS ne cautionne pas le scrutin du 1er novembre qui constitue une énième violence constitutionnelle et un coup de force de trop contre la volonté populaire. La position du FFS, clairement, Sadr Hadjo. Allô? Oui, on vous entend. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur 2 choses. Déjà, c'est pour... Allô? Oui, on vous entend très bien. Allez-y, allez-y. Oui, c'est juste pour m'exprimer sur 2 choses. Je vous en prie. Oui, donc c'est pour dire que bon... Allô? On vous entend très bien, Sadr Hadjo. Allez-y. Allez-y, vous pouvez enchaîner vos propos. C'est juste pour clarifier la position officielle du FFS. Donc la position officielle du FFS, elle est représentée par notre camarade Youssef Aouchiche, qui est premier secrétaire du parti. Donc là, c'est l'instance qui a été reconnue et légale
reconnu par l'administration, et c'est la seule instance légale pour le moment qui a le droit de s'exprimer au nom du FFS. Donc, concernant la position du FFS sur le référendum, donc le FFS s'est exprimé le 26 septembre dernier dans une déclaration du Conseil national. Donc, le FFS ne cautionnera pas le scrutin du 1er novembre, car pour lui, il constitue une énième violence constitutionnelle et un coup de force de trop contre la volonté populaire. Donc le FFS, il ne veut pas réduire le débat sur la Constitution sur une compilation de règles, mais il veut recentrer les débats sur le... oui, mais pardon, excusez-moi, Sadr Hadjou. Nous voulions vous écouter votre position officielle, celle du FFS, au sujet de l'appel au boycott. Vous, de ne pas cautionner, ce n'est pas appeler au boycott. Les mots ont un sens. Alors que Belkacem Ben Amer, qui se dit lui aussi secrétaire national du FFS, appelle clairement au boycott le 25 octobre. Je vous laisse répondre, Sadr Hadjou. En fait, c'est juste pour préciser que la seule instance légale qui est reconnue par l'administration actuellement, c'est le FFS qui est représenté par Youssef Aouchiche. Donc après, bon, si vous êtes allé chercher d'autres informations... Non, on n'est pas allé chercher. On n'est pas allé chercher. Par d'autres canaux, par d'autres... On n'est pas allé chercher. Ce sont des déclarations publiques. C'est pour ça que nous vous avons invité, pour vous exprimer. Eh ben, la position du FFS officielle, c'est ce que je viens de dire. Le FFS ne cautionne pas, parce que bon, pour lui, le débat sur la Constitution, c'est une affaire sérieuse. Et si en recentrant justement le débat sur la question politique, à travers un processus constituant, et en allant à terme vers la mise en place vers l'élection d'une assemblée constituante. Voilà la position du FFS. Parce qu'après, bon, c'est facile d'appeler au boycott. Mais après, bon, appeler au boycott, c'est aussi, il faut l'assumer sur le terrain. Et vu que, bon, et je pense que, bon, actuellement, la situation sanitaire déjà ne le permet pas. Et la situation politique en Algérie... Pardon, ça devrait être le contraire. La situation sanitaire devrait inciter à appeler au boycott. Avec toutes les restrictions que le pouvoir met en place sur les rassemblements, sur les rencontres, sur les marches, sur l'activité des associations, l'activité des partis politiques, je pense que la position du FFS, le fait de ne pas cautionner ce scrutin, c'est pour ne pas se limiter à rentrer dans le détail des textes. Merci. Mais c'est plus amener le débat sur le volet politique. Très bien, merci. Voilà. Merci Sadr Hadjou. Donc on l'a compris, hein, vous appelez pas au boycott. En tout cas, ce n'est pas divers canaux. Hein. Il y a eu des communiqués clairement de presse diffusés, notamment sur les réseaux sociaux ou sur certaines presses qui disent clairement que Ben Amer, donc, est l'un des responsables du FFS qui appelait à boycotter. Mais en tout cas, merci pour cette clarification. Jamel Dine, merci infiniment. Écoutez, voilà, rebondissement. On se retrouvera certainement dès demain pour la suite un peu de cette série d'informations concernant le chef de l'État. Merci Chaban Kassi. Je crois que nous allons voir quelques images maintenant, oui, ça, notamment des marches à Bouira, il me semble. Tout à fait, exactement. Ouais. C'est ça. D'accord. On est vendredi. Très bien. Et Farida Hamidi, moins ça que j'ai dit Hamida Farid, comme d'habitude. Farida Hamidi va nous rejoindre. Nabila Ismail, vous savez comment je l'appelle? Ismaïla Nabil. Alors, nous allons voir quelques images et nous allons voir Farida Hamidi nous rejoindre.
Farida Hamidi, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Merci. Alors, Houssine Yahyaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mohamed Ben Aïssa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Alors, donc, cette histoire Tebboune, j'aimerais que nous puissions discuter comme ça à bâton rompu. N'hésitez pas à vous interrompre les uns les autres. Que nous puissions avoir une vraie discussion. Tebboune, on se rappelle que Bouteflika, quand il avait choisi Gaïd Saleh, il l'avait choisi sur des critères bien clairs. Parce qu'il voulait un chef d'état-major qu'il contrôle. Et Gaïd Saleh a tellement bien appris la leçon que quand il a voulu choisir Tebboune, il a choisi aussi quelqu'un qui pouvait contrôler. Et donc, non seulement il n'était pas jeune, il n'a pas été choisi sur le critère de la jeunesse, ni celui de la compétence, ni celui de la crédibilité, ni celui de la crédibilité, n'importe quel autre critère positif, mais il l'a choisi parce qu'il est d'un certain âge, parce qu'il n'est pas crédible, parce qu'il traîne des casseroles, et parce qu'il est malade aussi. Tebboune a une santé chancelante dès le départ. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, nous connaissons cette histoire quand il a dit « Moi, je n'ai dépensé que 8 000 € pour aller me soigner, pour faire un check-up à l'étranger ». Alors, d'après vous, pourquoi ne choisit-il que des présidents qui sont éligibles à la dégradation de leur santé? C'est parce que en fait, ils sont tellement machiavéliques qu'ils cherchent toujours, par exemple, choisir quelqu'un qui a une santé un peu dégradée ou qu'on peut contrôler. De toute façon, ils cherchent toujours quelqu'un qui peut contrôler, quel qu'il soit. S'ils ne peuvent pas le contrôler, on a vu l'exemple de Boudiaf Allah yarhamou. Mais il y a ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu. C'était prévu qu'ils puissent le contrôler pendant quelques années, mais ils ne s'attendaient pas qu'il y ait un Covid, une pandémie mondiale qui peut, c'est-à-dire, voilà, déjouer tout leur compte, tout leur programme. Et après, maintenant, il faut voir, est-ce que c'est bon pour la révolution? Est-ce que c'est pas bon pour la révolution? Comment peut-être... Vous ne dites pas Hirak, hein, vous dites la révolution. Ah oui, on est en pleine révolution. Après, bon, Hirak, moi je l'appelle familièrement comme ça Hirak, oui. Mais quand on parle vraiment de la chose, il faut la nommer par son nom. Et c'est une révolution populaire. Maintenant, c'est une révolution qui marque le pas. Non, pas vraiment. Vous savez ce qu'avait dit Mao en son temps? La révolution est comme un vélo. Si elle s'arrête, elle tombe. Un vélo ne peut pas être statique. Mais c'est pas arrêté. C'est pas arrêté la révolution algérienne. C'est jamais arrêté. On ne voit plus le Hirak dans la rue algérienne. Pendant le Covid, c'est pas arrêté. Je sais pas. Je vais peut-être laisser. En même temps, on a une crise sanitaire inéquivalente en fait dans l'histoire contemporaine. Hein. Je me rappelle pas ni moi ni peut-être vous, on a vécu une crise sanitaire aussi virulente, aussi compliquée, aussi difficile. Face à laquelle des gouvernements européens, mondiaux, s'entraînent de s'incliner. Donc je ne vois pas comment la révolution algérienne, le Hirak, peut jouer sur les mots, mais l'essentiel, c'est une grande révolte populaire, peut résister face à cette pandémie. On ne parle plus d'une épidémie, et ce ne serait que la pandémie? Oui, au mois de février, on s'est arrêté. La n'a pas joué dans le fléchissement. Il y a tout, mais tout ce qui... En fait, la force du Hirak, c'était la rue. C'était occuper les espaces qui ont été abandonnés, qui ont été squattés par le système à travers ses antennes, ses partis, ses représentants, ses structures fantoches. Donc le peuple a repris cette force. Donc on n'avait que ça, hein. Le Hirak n'avait que la rue, il n'avait pas autre chose. On n'avait pas de médias, on n'avait pas de partis politiques, on n'avait pas de structure, on n'avait rien. Même pas de représentation politique, même pas d'élite politique qui était en retraite, on n'avait rien. Même les anciens... On ne va pas citer des noms. Les anciens qui étaient à un certain moment dans l'opposition farouche au système ont traîné leurs pieds, n'étaient pas vraiment à fond comme on souhaitait dans cette révolution. Donc le Hirak est vraiment démuni, il n'avait rien, il n'avait que le terrain. Il a été obligé d'abandonner plus ou moins le terrain
Il a arrêté, il n'a pas abandonné, arrêté les marches à cause de ce virus. Ce virus, il faut le rappeler, il a fait des millions de morts. Je ne sais pas combien de chiffres dans le monde. En France, en Europe, on voit les chiffres. Donc je pense que c'était une décision sage du Hirak d'arrêter les marches. Ça n'a pas été en faveur du Hirak, il faut l'avouer, mais bien sûr, parce qu'on était encore dans la lancée. On n'avait pas structuré le Hirak. On n'avait pas mis ni de documents, ni de feuilles qui regroupent, qui donnent de la valeur au Hirak. Les revendications étaient claires du Hirak, il n'y a pas d'enjeu. Maintenant, vous savez, hein, les mots, on peut jouer sur les mots. La démocratie, peut-être pour certains, ne veut pas dire la même chose pour d'autres. Il y en a qui sont... Et Tebboune, il avait tort quand il disait que reste-t-il du Hirak, quand il avait lancé cette phrase assassine au journal L'Opinion, journal français. Il faut bien qu'il défende son... Enfin, il est sur son terrain, il faut bien qu'il défende son terrain. Oui. Après... il a peut-être voulu faire du sarcasme, mais le sarcasme, il faut se le permettre. C'est quand on est intelligent qu'on fait du sarcasme. Là, c'était une énième fois du mépris. Voilà. Parce que oui, effectivement, il y a eu la pandémie. Et encore une fois, le peuple a montré qu'il était beaucoup plus civique que ce régime-là. Donc lui, il a respecté les conditions sanitaires, en fait, et il a arrêté une révolution en marche. Hein, parce qu'une révolution, il faut le faire. Hein, il faut avoir un haut degré de civisme pour arrêter une révolution en marche. Et il l'a fait, le peuple algérien, mais ça redémarrera. Hein, nous allons revenir sur ce sujet du Hirak parce que c'est très intéressant. Mais pour moi, j'aimerais que nous puissions rester un peu sur le cas Tebboune. Rappelez-vous, Tebboune qui avait dit publiquement dans une interview diffusée à toute la nation que le secteur algérien de la santé est le meilleur d'Afrique et du Maghreb. Et il a même rajouté « habba min habba wa kariha min kariha ». Que celui qui n'est pas content se tape la tête contre les murs, hein, pour traduire en substance. Alors, il est évacué vers le meilleur hôpital allemand de la spécialité dont il a besoin et dans le meilleur avion d'évacuation sanitaire de ce type. Par rapport à ça, je disais que la nature fait bien son travail et que ce que le Hirak n'a pas pu faire, peut-être sur certains coins, ce petit virus a montré aussi que si ce système n'a pas changé, il ne peut pas faire autre chose que sa propre nature. Sa propre nature, c'est la médiocrité, c'est ne pas croire à cette Algérie. Donc le fait qu'un président sort se soigner à l'extérieur pour le Covid, déjà c'est une première mondiale. On n'a pas entendu parler de ça, c'est une première mondiale. Oui. Parce que le Covid, ce n'est pas un truc qui nécessite aller dans les hôpitaux. J'allais vous poser la question, quand vous avez dit ce petit virus, je voulais vous laisser finir. Oui, ça reste un petit virus, ça reste, une forme nouvelle d'un virus qui est assez connu, donc ce n'est pas un truc. Donc c'est une continuité de ce qu'on a vécu, de ce qu'ont vécu les Asiatiques il y a quelques années. Mais qu'un président soit transféré en urgence vers un hôpital européen atteint avec le Covid, c'est une première et c'est une honte. C'est une première internationale. Aucun responsable politique dans le monde ne s'est fait transférer dans un autre pays. En fait, quand le virus était plus virulent au mois de mars, on savait qu'il y avait des hauts responsables militaires qui ont été atteints par le virus. Donc on a entendu qu'il y avait une délégation chinoise qui est venue les soigner dans les hôpitaux. Et c'était vrai. Et dans les médias, on a entendu que cette délégation est venue pour encadrer, soutenir les médecins algériens. Alors que nous, comme on connaît très bien le système, on a douté directement que ces gens-là sont venus pour autre chose. Et la preuve, on n'a jamais vu une photo, une image, une vidéo de ces médecins dans un hôpital algérien. Donc où ils sont ces médecins chinois? Ils ne sont pas passés par les hôpitaux. Donc ils ont été soignés, ces généraux ou ces responsables mafieux, ces hauts gradés. Donc, qui ne font pas confiance à leurs compatriotes médecins. Mais bien sûr. Et là, pour Tebboune, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait la même chose. Je ne sais pas. Alors, je pose la question justement, parce que beaucoup de médecins se sentent interrogés publiquement. Ils ont dit, nous, on ne croit pas qu'il ait été évacué pour une histoire de Covid. C'est impossible. Ils ont dit ça, hein. Ils ont dit pourquoi? Parce que même dans une phase sévère, dans une phase respiratoire critique, sévère, on ne pourra rien lui faire d'autre ailleurs qu'ici. Voilà. C'est une question de respirateur, c'est une question de protocole, de soins. Donc c'est la même chose, à moins qu'il n'ait autre chose. Voilà, c'est ça. Et des médecins, des experts se sont posé la question. Hein. Mais vous savez...
Finalement, enfin, qu'il soit conscient ou pas, hein, Tebboune, lorsqu'il a été transporté, la seule chose qu'il respecte, c'est ses mensonges, en fait. Il est constant, l'importance d'être constant. Là-dessus, il est constant dans ses mensonges, en fait. Il n'y a pas une autre annonce qu'un mensonge. Il serait possible qu'il l'ait évoqué pour le soigner de la mythomanie? Ça, c'est incurable. C'est vrai c'est incurable. C'est vrai qu'il y a d'autres traitements parce qu'on a vu Trump, il a été... Pardon, je vous ai coupé, mais on se coupe. En fait, je voulais juste finir sur l'idée pour pas l'oublier. D'accord. Après, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il ait été transporté pour le Covid en Allemagne, c'est grave. Qu'il ait été transporté pour autre chose, c'est grave. Oui. Moi, je pense que tous les jours, avant le 1er novembre, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on va nous annoncer comme nouvelle rumeur, en fait. Par contre, la constance, la chose qui est tout le temps, en fait, en répétition, c'est une rumeur. L'important, c'est qu'il y ait une rumeur. La nouveauté, c'est laquelle? Moi, j'ai l'impression que on joue à Koh-Lanta, en fait. C'est une télé-réalité. C'est là le côté qui n'est pas sérieux, en fait. Et ça, il faut faire attention. Si c'est une vraie information, c'est très grave de ne pas communiquer là-dessus avec le peuple. Si c'est une fausse information, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de manipuler, encore une fois, l'opinion publique, mais autrement cette fois. Une omission d'information par là, une fausse information par-ci. Ben, ça fait un peu perdre du temps en attendant le 1er novembre. Les méthodes sont infinies. Ben, voilà, donc le 1er novembre arrive, c'est J-1 finalement. Ben, voilà, J-0 même, hein, pour demain ceux qui vont voter... en France, parce que figurez-vous que ils ont commencé à voter. Hein. Voilà, en France, finalement, les gens vont voter. On avait cru à un certain moment que le vote allait être à cause du confinement. Mais il semble qu'il aurait accordé... Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir l'esprit critique, et de critiquer, et de ne pas avoir de peur de critiquer. Oui, voilà, et de ne pas se dire, non, si je vais dire ça, c'est délicat parce que je vais froisser un tel, je vais... non, justement, le sens de la critique, c'est de provoquer justement un conflit. Et le conflit, ça fait travailler. Et ça répond à des questions, en fait. Et on a besoin de réponses à ces questions-là. S'il n'y a pas de réponse, pourquoi cette perte de temps-là avant le 1er novembre? Voilà, qu'est-ce qui se passe exactement? Pour ce qui est de la maladie du Tebboune, c'est vrai qu'il y a d'autres traitements qui sont en expérimentation et on a vu Trump, il paraît qu'il a été soigné par un traitement expérimental et qui n'est pas encore sur... Lui avait préconisé l'eau de Javel. Hein. Oui, lui. Alors, bon, je pense qu'il soit... emmené en Allemagne pour un traitement qui n'est pas encore en Algérie, c'est tout à fait possible. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que son état est grave. Pour qu'il soit transféré en Allemagne, dans un grand hôpital là-bas, pour qu'il soit soigné, c'est-à-dire que c'est grave. Et on connaît cette maladie et il y a beaucoup de séquelles. C'est-à-dire même s'il s'en sort, déjà, s'il est parti dans un état grave, il en a pour 2 mois, le monsieur. C'est-à-dire pendant 2 mois, c'est qui? Une fois, maintenant, on parle du vote. Les gens ils vont voter. C'est qui va signer la Constitution? Il faut bien qu'il y ait un président. Il ne sera pas là, on va dire, pendant 2 mois. Et en plus, avec les séquelles... On va y arriver hein, sur l'éventualité d'un empêchement. On va y arriver dans la discussion. Il y a des séquelles cardiaques, il y a des séquelles rénales, il y a des séquelles pulmonaires, il y a des séquelles cérébrales. Il y a beaucoup de séquelles. Moi, je pense... Si tant est qu'il a un problème de Covid, mais il y a d'autres possibilités. Hein. Nous, on va sur le... C'est pas ce qu'il a vraiment. C'est possible qu'il ait un cancer généralisé, et par exemple. C'est un grand fumeur. On l'a vu, on le sait, tout le monde le sait que c'est un grand fumeur. À chaque fois, on le voit avec une cigarette à la main. Et c'est pas quelqu'un qui a pris soin de sa santé. C'est pas Trump. Trump, malgré son obésité, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui prend bien soin de sa santé. Même Johnson, il est en meilleure santé que Tebboune. Alors voilà, moi je dis qu'on va vers l'inconnu. On va vers le brouillard. On va vers quelque chose qu'il ne faut pas qu'on soit surpris. Il faudrait qu'on réfléchisse à cette éventualité. Moi, je disais, ce n'est pas une éventualité. Maintenant, c'est plus ou moins une certitude que Tebboune ne va plus revenir. Moi, je le dis maintenant clairement, hein, il faut que le Hirak et les Algériens se préparent à l'après Tebboune. Donc, je dis que la nature a bien fait son travail. C'est que Tebboune, la feuille de route de Tebboune et la feuille de route des généraux a été remis à plat. On repart à la case départ.
Donc la case des élections, la case de cette façade politique civile. Donc là, on revient à ça. Tebboune ne reviendra pas au pouvoir avant 6 mois, donc il ne reviendra pas dans ces cas-là. Et toujours sous... parce que moi, on connaît beaucoup de médecins dans notre communauté, tout le monde s'accorde que ce n'est pas que le Covid qui l'a fait transférer. Ouais. Et des médecins algériens qui sont assez connus ici en France et dans le monde disent qu'on fait la même chose en Algérie. Nous, on a tous des membres de la famille qui ont été atteints du Covid en Algérie. On sait que les médecins algériens, on a de la famille, qui nous disent que la même chose. La chloroquine, tel antibiotique, les respirateurs, on en a en Algérie. Donc, Tebboune n'a pas chopé il a chopé certainement le Covid, mais sa situation, elle a dépassé largement. Donc, tout le monde le sait. Je tenais aussi à dire que l'information du transfert de Tebboune à l'étranger n'est pas sortie premièrement en Algérie, elle a été divulguée ici et dans les réseaux sociaux. Beaucoup de blogueurs ont participé à ça. Donc le Mouradia, comme on dit, n'a pas divulgué, n'a pas dit du tout la vérité, ni le transfert, ni comment il a été transféré. Ouais. Donc tout ça, c'est des scoops que jusqu'à maintenant, l'État n'arrive, le système n'arrive même pas à avouer. Il a communiqué quand même quand toute la nouvelle s'est su. Il a dit qu'il a été évacué pour des soins approfondis, pour des examens approfondis. Oui. Tout le monde a compris la même chose pour voilà, d'habitude, des examens de routine. Oui. Donc le fait d'avoir dit approfondi, c'était un peu aussi pour cacher le fait qu'il a été évacué à l'étranger alors que des Algériens meurent dans les hôpitaux algériens, faute de soins et faute de respirateurs. Ce qu'elle a caché, c'est que quand on ramène ce que vous avez montré tout à l'heure, un avion médicalisé français pour évacuer un président algérien. Et du coup, on revient à la case départ où les secrets médicaux des gouvernants algériens, des hauts responsables algériens, est dans les mains de la DGSE. Ah oui, absolument. Et c'est scandaleux dans un pays qui se dit... Vouloir combattre l'étranger, la main étrangère. Bah, on est où là par rapport à la main étrangère? Ils ne peuvent pas le cacher, ils se soignent tous en France, tous autant qu'ils sont. Tous. Non, mais leur famille, des petits bobos. Mais lui, il disait qu'il allait faire une nouvelle Algérie, qu'il allait en finir avec l'Algérie de Bouteflika où il se soignait en Val-de-Grâce. Donc il n'est pas parti trop loin. À Cologne, c'est la frontière française. On ne sait même pas qui chapeaute. Peut-être que toujours c'est une équipe française qui chapeaute. Et peut-être c'est les Français qui ont recommandé qu'il valait mieux l'évacuer en Allemagne pour éviter les conflits, pour éviter la complication. C'est une évidence. Moi, je pense que même en parlant de la nouvelle Algérie, c'est une manière de faire accepter aux gens que la nouvelle Algérie, elle sera encore plus française qu'avant. Vous vous rendez compte que le ministère des Affaires étrangères algérien n'a pas pipé mot sur les attaques islamophobes ouvertes. Ni la présidence, ni personne. Voilà, exprimé quand même par le président de la République français. Le Haut Conseil islamique, je crois. Il a parlé, Il a parlé, mais après, bon, on a quand même... Enfin, voilà, entre guillemets, bon, je maintiens toujours que il n'y a rien de légitime. Mais voilà, ils ont une plaque, ça s'appelle le ministère des Affaires étrangères. Pas un mot sur les attaques islamophobes en France. Par un président, quand même. Et par contre, ils n'ont pas fait l'économie de ne pas condamner les attentats qui ont eu lieu à Nice hier matin. Moi, je ne dis pas que c'est pas bien. Là, ils ont bien fait. Voilà, moi je ne dis pas que c'est pas bien de le faire. Tout le monde devrait condamner. Voilà, mais il faut faire les deux. Je pense pour avoir de la crédibilité dont vous parliez tout à l'heure, je pense. Voilà, donc là, pendant ce temps, vous voyez, on est en train de parler de la santé d'un monsieur qui n'est pas légitime. Moi, je l'ai déjà dit sur votre plateau, j'ai une idée fixe, c'est le 1er novembre, et ce qui va se passer par la suite, après ce vote-là, en fait, c'est une idée fixe. Il n'y a rien qui me déroge de cette idée-là. Moi, qu'il soit malade, qu'il soit pas malade, pareil. En fait, on est en train de subir en Algérie, et là je reviens à mon domaine parce que voilà, je vais pas parler politique, je suis pas. On est en train de subir en fait en termes de communication et en termes d'information le syndrome de la grenouille ébouillantée. Oui. Rappelez-le nous. Vous mettez une grenouille en fait dans une casserole d'eau chaude, bouillante. Bah, elle saute, elle s'échappe, elle se rend compte. Absolument. Donc nous, une information choc sur l'état de Tebboune, bah, ça va sortir tout le monde dans la rue. On sait ce qui va se passer par la suite. Par contre, en fait, ces rumeurs-là de tous les jours, distillées, mais vraiment distillées, comme on distille un extrait de quelque chose de parfum ou d'autre, goutte à goutte, c'est vraiment
pour anesthésier le peuple. Et je l'ai déjà dit, en fait. C'est vraiment tous les jours une petite rumeur comme ça. Et on ne se rend pas compte. La grenouille, en fait, quand vous la mettez dans de l'eau chaude, elle saute. Mais vous la mettez dans de l'eau froide et vous faites progressivement réchauffer de l'eau. En fait, elle s'engourdit d'abord et elle finit ébouillantée. Elle lui prend même plaisir au début. Hein. Elle prend plaisir et après, elle finit engourdie et elle finit par mourir, en fait, ébouillantée. Donc, en fait, voilà, la déprime dans laquelle on aimerait mettre le peuple, c'est vraiment cette méthode-là. Voilà. Et c'est vrai, quand on y pense, ils ont réussi à banaliser en nos perceptions toutes les choses qu'on n'aurait pas pu accepter si elles nous avaient été assénées brutalement. C'est un bouleversement La corruption, total. Par exemple. C'est un bouleversement total depuis des décennies des valeurs morales. On a extirpé les valeurs doucement et on a injecté des contre-valeurs doucement. Bah oui, aujourd'hui, par exemple, avec de l'argent de la corruption, normal. Personne ne lui fait la remarque. Des gens riches de grosses villas comme ça, tout le monde sait que son salaire ne lui permet pas. Mais ils ne s'en cachent pas, au contraire, ils s'en vantent. Et quelqu'un qui a du piston, qui réussit à avoir un poste, il s'en vante. Ça veut dire qu'on a... C'est vrai. Si vous voulez éclater une nation, vous vous attaquez à ses valeurs, en fait. Mais là où vous l'éclatez, mais en inséminant. En même temps, il faut rendre un petit peu hommage à ce peuple qui résiste à toutes ces manipulations et que le Hirak était... en fait, le salut, le coup de salut qui montre que le peuple il résiste, capable est toujours là. Sursaut. Donc vraiment hommage à ce peuple et grand inclinaison face à ce peuple qui résiste sans rien, sans moyens, sans élite, sans institutions, sans rien du tout, qui résiste. Quand on voit les slogans du Hirak, quand on vient les jeunes, quand souvent on se moque des jeunes, on se dit qu'ils ne sont pas instruits, qu'est-ce qu'ils ont sorti comme chansons dans les salles, dans les stades avant le Hirak? On se dit que non, mais ce peuple-là est toujours vivant. Et il est l'âme du peuple, le civisme de ce peuple. Elle est toujours là. Et donc, elle est intacte. Sous la cendre des jours. Voilà, donc, et en même temps, par rapport à ce que disait Farida, c'est pas totalement en fait une manipulation. Pourquoi? Parce que le système pouvait... Quel est l'intérêt du système face à cette ignoble affaire de Tebboune, l'hospitalisation et l'évacuation à l'étranger? Au contraire, ça n'arrange aucunement l'agenda du système. Il n'avait pas besoin de ça. Et je pense, oui, il y en a, on a entendu que peut-être, parce qu'on est un petit peu dans un état qui a été construit avec le Mukhabarat, du coup il y a beaucoup d'informations, fausses informations, on dit que peut-être Tebboune n'est pas juste sorti, ça ne peut pas se faire de cette manière, c'est pas possible, c'est impossible. Tebboune est dans une situation critique, les cartes de la mafia sont de plus en plus compliquées, maintenant même le référendum, c'est peut-être qu'on va pas, le sujet de tout à l'heure, c'est très compliqué pour eux. Justement, avant d'arriver au référendum, Houssine, tout à l'heure, Mohamed Ben Issa disait ça va prendre peut-être 6 mois, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire s'il s'en sort. Donc, en attendant, si tel est le cas, si son état de santé se dégrade, qu'il reste parmi nous, mais qu'il n'est plus capable, est-ce que nous allons devoir vivre l'affaire Bouteflika saison 2 est-ce qu'il va falloir préparer un Saïd et un Gaïd à côté, un duo comment disaient les Algériens, Sadou-Gadou, pour avoir la réalité du pouvoir? Et est-ce qu'on va bientôt assister à des cadres de Tebboune qui circulent? Votre question, elle est très importante. C'est la plus importante question. Se poser la question, que va faire le vrai pouvoir avec cette situation? C'est quoi leur plan? Et quand on se pose la question, là, on les connaît, ils sont prêts à aller au pire. On ne sait pas où ils peuvent aller, ces gens-là. Ces gens-là, ils ont tiré sur un président en plein public devant toutes les caméras du monde. Alors à partir de là, on peut s'imaginer le pire avec ces gens-là. Maintenant, toutes les hypothèses sont valables. On peut tous les mettre sur table. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il ne faut pas les attendre. Il faut tout de suite qu'on réagisse par rapport à là. Et comment on va réagir maintenant? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment on va réagir à cette situation? Est-ce que je vais peut-être, je ne sais pas, je vais faire rire ou peut-être mécontenter des gens? Est-ce qu'il ne faut pas dire maintenant, vous le peuple, qui faisiez confiance à Gaïd Salah, il n'est plus là, il est décédé.
L'autre partie, vous avez fait confiance, on peut le croire, à Tebboune. Et Tebboune, maintenant, il n'est plus là. Enfin, alors, il est encore là, mais on ne sait pas ce qui va arriver. On voit dans quel état elle est la situation. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'appeler tout le monde à se réunir et revenir au point de départ du 22 février et dire stop à ces gangsters qui sont au pouvoir et leur dire que voilà, il n'y aura ni vote et il y aura de la désobéissance civile par rapport à ce pouvoir. C'est-à-dire arrêter. On revient à la principale revendication, transition. Justement, là, cet événement-là, il a fait reset. Oui. En fait, d'un coup, on s'est retrouvé l'article 102 et 7 et 8. Oui. Au point de départ. Oui. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas, moi je parle avec mes amis du Hirak, est-ce qu'il ne faudrait pas appeler maintenant tout le monde? C'est l'occasion d'appeler tout le monde. Ceux qui ont cru et ils ont voté sont allés aux urnes le 12, les appeler. La grande majorité qui est silencieuse, parce que la majorité là, maintenant, elle est silencieuse, on les voit, ils ne sont pas. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers eux, essayer de les ramener dans le Hirak? Mais même si on doit sortir un peu du sujet, parce que c'est très important ce que je vais vous demander, à vous trois, ce régime, s'il n'était pas aussi stupide, vraiment stupide, normalement, cette proposition du Hirak, de la Révolution, d'aller vers une période transitoire, s'il avait accepté, il aurait gagné beaucoup de temps. Bien sûr. Déjà, quand il dit « Ok, moi j'accepte la transition, montrez-moi vos représentants qui viennent à la table ». Déjà, ça risque de prendre je ne sais pas combien de temps pour se mettre d'accord. Après, lorsqu'on aura réussi à désigner nos représentants, il faudra se mettre autour de la table, négocier. Ça aussi, ça peut prendre. Ça veut dire que ce régime aurait pu aller vers cette transition qui lui aurait permis de rester 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Même ça, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas su, tellement aveuglé par cette obsession de garder le pouvoir. Le pouvoir, il le rend fou. On a vu Marie-Antoinette qui a dit qu'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent des brioches. Des brioches. Voilà, maintenant, ceux qui sont au pouvoir, ils pensent qu'il y a une chose, comment conserver ce pouvoir pour eux et pour leurs enfants. Parce que c'est des gens qui ont fait tellement de mal qu'ils ne peuvent pas rendre le pouvoir au peuple. S'ils rendent le pouvoir au peuple, demain le peuple va les questionner sur beaucoup de choses, beaucoup de crimes, beaucoup de vols. Alors ils ne peuvent pas le laisser. Du coup, ils sont prêts à tout, mais il ne faut pas... Moi, il y a un slogan, c'était tout au début du Hirak, c'était « Sana Raba'a ». Et moi, personnellement, je n'aimais pas trop ce slogan parce que ce serait, c'est-à-dire dévaloriser son adversaire. Et à partir de là, on se croit supérieur et on croit qu'on est déjà arrivé. Ce pouvoir, il est malin, hein. Ce pouvoir, il est machiavélique. Hein. Ils peuvent se maintenir, même avec une situation comme ça, ils peuvent se maintenir. Hein. Oui, mais ils n'ont plus le nerf de la guerre, ils n'ont plus l'argent. C'est compliqué, justement. Par contre, pour répondre à ta question, Djemal, pourquoi la transition n'a pas eu lieu au début du Hirak? Pour 2 raisons, je pense. La première, c'est la personnalité du Gaïd Salah, qui est une personnalité un petit peu très complexe, très à l'ancienne, qui ne croit pas au peuple. Gaïd Salah, il fait partie des générations, les anciens, qui ne connaissent même pas c'est quoi la démocratie, qui ne connaissent pas c'est quoi la foule. Et qui, on savait très bien ce qu'elles étaient ses commentaires quand il a pris connaissance du Hirak. Pour lui, c'était le Morafaline, c'était à l'ancienne. Et on a vu après la continuité, comment il a géré, parce que c'est lui qui a géré le Hirak depuis le début, ses discours tous les jours, plusieurs fois par semaine. Donc voilà, donc on ne pouvait pas avoir autre chose que ça. Et après, la transition ne peut pas se faire parce que, aussi, à part le Gaïd Salah, le régime algérien s'est fondé depuis l'indépendance sur le mépris du peuple. Il méprise son peuple. Donc je ne vois pas comment, si on fait abstraction de la personnalité, du profil du Gaïd Salah, est-ce que les autres généraux, qui étaient tous corrompus, qui ne reconnaissent pas le peuple algérien, qu'ils vivent dans un autre monde, qui mettent tout leur profit, leurs biens à l'étranger, leurs enfants sont à l'étranger. Donc c'est ça, le système algérien, c'est ça. C'est une mafia militaro-politique. C'est une aristocratie. Voilà, c'est une aristocratie. Donc je ne vois pas comment, nous, le Hirak, était tout son travail, tout ce rapport de force pour les pousser à s'asseoir autour d'une table.
de nous considérer comme un peuple. Et ils auraient gagné dans l'affaire. Ils auraient l'occasion de partir tout, ils pouvaient à leurs conditions, bien sûr. avec le temps qu'il faut. Ce n'était pas faisable, mais tout est encore là, les dés sont encore joués, donc on peut refaire beaucoup de choses, vu la situation qui se complique encore pour eux. Donc on verra dans la suite comment Hirak peut tirer... Sur ça, Farida Hamidi? Sur ça, voilà. Enfin, je pense que effectivement, le mépris, il a toujours été là. Ils ont juste repris le mépris d'un colonisateur. Hein. Ils l'ont un peu. Mais ils n'ont plus les moyens de leur mépris. Quand ils avaient de l'argent, ils ne l'ont jamais eu. Vous savez, même intellectuellement, ils ne l'ont jamais eu. Ils ont eu le pouvoir de le faire. Avec beaucoup d'argent, ils ont réussi. Ils ont eu le pouvoir de le faire. Ils ont acheté la paix sociale. Et comment qu'ils l'ont acheté? Tout à fait, tout à fait. Après, sincèrement, je pense que le peuple algérien a subi tellement de périodes de violence, en fait. Hein, et c'est lui qui s'est toujours repris ça vraiment dans la tranche, et c'est le cas de le dire, hein, ces périodes de violence-là, que vous sortez un peu une personne de la répétition de toutes ces périodes de violence telles qu'il est dans un stress post-traumatique, en fait. Et pour sortir de ce stress post-traumatique, en tout cas dans la psychologie, dans la victimologie, en fait, c'est qu'il faut revenir au réel. Il faut revenir au quotidien, et le réel et le quotidien, en fait, c'est de reprendre... Résilience. Et la résilience, c'est de reprendre les espaces publics. Hein. Oui. Désolée, c'est de reprendre l'espace public. C'est ça la réalité, en fait. C'est que nous aussi, finalement, on est un peu dans la théorie, on est en train de théoriser une certaine politique, un certain échange. Moi, sincèrement, je suis militante du Hirak. Je préfère être plus dans mon domaine à moi. Voilà. Pas dans l'incantation. Pas du tout. Et je ne me vois pas, en tout cas, et c'est personnel et ça n'engage que moi, je ne me vois pas du tout autour d'une table avec ce régime-là, en fait. Je subirais ça vraiment comme... Vous préférez le jeter à la poubelle et discuter entre Algériens? Moi, je ne vais pas reprendre Shi'arat al-Hirak, certaines Shi'arat, parce que ça n'engage qu'une partie du peuple. Je pense que j'en fais partie, mais je ne vais pas le répéter. Mais vous dites ici. votre avis, mais voilà, c'est mon conviction. avis. Et moi, je ne serai pas autour de la table avec ces gens-là. Et de toute manière, moi, mon travail, c'est d'arriver vraiment à un moment où Hirak et la révolution Yitnahaougar, pour que moi, je retourne à ma place de psychologue entièrement, parce que pour l'instant, je le suis à moitié. Alors, nous venons d'être rejoints par Hicham Rouibeh, doctorant en sciences économiques. Hicham Rouibeh, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir. Salam alaikum, Azoul Filaouen. Alaikum salam, Azoul. Alors, d'abord, sur ce sujet de l'évacuation sanitaire de M. Tebboune, dont beaucoup de gens nous disent que cela n'a rien à voir avec le Covid, ou du moins, il doit y avoir une affection... comment on dit, comorbide, qui est beaucoup plus important, beaucoup plus grave que le Covid. Nous apprenons aussi que l'Arabie saoudite confirme officiellement que Tebboune est atteint du Covid et que le roi Salman a envoyé une lettre au dit président. Mais sinon, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette évacuation sanitaire de M. Tebboune qui nous disait que l'Algérie a le meilleur secteur de santé d'Afrique et du Maghreb? Bah écoutez, ce serait bien de commencer par votre dernière remarque sur le prince d'Arabie Saoudite qui rentre dans un jeu de médiation diplomatique en confirmant sa maladie. Mais bon, ça c'est l'alliance autoritaire l'alliance entre les régimes autoritaires de tous les pays qui s'allient à l'Algérie. En fait, on a souvent vu ce genre de jeu diplomatique. Ce n'est pas le prince, c'est le roi d'Arabie Saoudite qui a envoyé un message. Hein. D'autant plus, c'est encore plus grave. Voilà. Donc, de l'autre part, est-ce qu'il est formellement malade? Probablement oui, parce qu'il y avait déjà des informations qui circulaient bien avant qu'au niveau de la présidence, il y avait des hauts fonctionnaires et des proches du président qui ont été déjà diagnostiqué positif au Covid. Donc, c'était pas étonnant, mais ce qui est étonnant, c'est cette contradiction de quelques mois plus tôt de dire qu'on avait en fait le meilleur système sanitaire. Mais on le savait tous, de toute façon, chaque Algérien vivant en Algérie ou ayant vécu en Algérie sait très bien qu'on a un système sanitaire très dysfonctionnel, déficitaire sur tous les plans. Mais j'ai envie de dire qu'il n'a fait que continuer le même chemin que Bouteflika quelque part. C'est-à-dire que la seule différence symbolique qu'il avait faite, c'était de ne pas aller en Suisse, de ne pas aller en France
de choisir l'Allemagne, mais ça reste tout de même un pays européen et en dehors de l'Algérie. Je souligne par là qu'il y a des pays africains qui sont, entre parenthèses ou entre guillemets, moins développés que nous et qui interdisent à leurs responsables politiques de quitter le pays pour se soigner. À l'image du Niger, par exemple, à l'image du Rwanda, par exemple. C'est des pays qu'on a longtemps sous-estimés, mais eux, dans leur constitution, dans leur loi, ils interdisent aux responsables politiques de quitter leur pays pour se soigner à l'étranger. C'est une façon indirecte d'inciter le système intrinsèquement, d'améliorer le système sanitaire. Donc je pense qu'il faudrait penser à ce Mohamed Ben point-là. Issa a souligné tout à l'heure que Tebboune est le premier chef d'État et même haut responsable d'un quelconque pays à s'être soigné pour le Covid ailleurs que dans son propre pays. C'est le premier. Le premier président, oui, mais pas haut responsable. Il y a d'autres hauts responsables qui ont déjà quitté en fait, leur pays pour se soigner à l'étranger, mais médiatiquement, on les a pas forcément dévoilés. Il y a même un responsable de la République tchèque qui avait quitté le pays pour partir en Angleterre et se soigner. Ah. Donc, mais présidents, non. Des présidents, c'est vrai que c'est le premier président. Mais j'ai envie de dire que c'est juste une information qui s'ajoute à la longue liste des incohérences politiques qu'a connu l'Algérie. Et si tant est que la situation s'aggrave, que M. Tebboune ne puisse pas reprendre directement ses fonctions, qu'ils doivent observer une longue période de convalescence, comme on dit, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le pays en stand-by, un autre tandem genre Saïd Gaïd Saleh pour faire face, des cadres de Tebboune qui pourraient prendre le pouvoir? Pas du tout, parce qu'en fait, on sait très bien que Tebboune, et là je passe mes mots, n'a été qu'une vitrine politique sur le plan décisionnel. On sait très bien qu'il ne gouverne pas, parce que les promesses qu'il avançait lui-même pendant la campagne, entre guillemets, parce qu'il n'a pas fait de campagne au sens propre, et même après la prise de pouvoir, il avait donné plein de promesses, à savoir de limiter la répression, d'ouvrir les médias, d'accorder plus de dialogue, notamment sur les questions constitutionnelles, mais on se rend compte quelques semaines après que ce n'était pas vrai. Actuellement, on a des militants qui sont en prison, pendant que, parallèlement, le président donnait une interview à France 24 en disant qu'il y avait un climat d'apaisement et de dialogue. Donc on sait très bien que lui, il tenait un discours d'une part, et puis de l'autre côté, il y a des personnes qui agissaient à l'encontre de ces déclarations. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ce que je trouve déjà politiquement très grave, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à se coordonner entre le réel politique, c'est-à-dire ceux qui exécutent réellement, et la facette politique. Donc on sait très bien qu'avec ou sans Tebboune, l'Algérie continuera, comme il y avait en fait un vide au niveau de la présidence pendant le mandat de Bouteflika, mais le pays a toujours continué à fonctionner quasiment de la même manière. Il n'y avait aucun changement. Le problème, c'est que constitutionnellement, la proposition qui a été faite par l'Araba, justement la constitution de Tebboune, elle est quasi identique à celle de Bouteflika, et je la trouve un peu plus grave. C'est-à-dire que là, on est rentré sur un terrain encore plus dangereux, des alliances au prix une soumission claire à l'ONU, des interventions militaires probablement sur des extraterritorialités, ce qui est quand même très dangereux pour nos soldats. Et il y a d'autres aberrations qu'on n'a pas en fait discutées. Et donc Tebboune, comme tous les autres d'ailleurs, les autres vitrines, j'ai envie de dire, politiques en Algérie, ne sont pas les premiers exécutants. Mais dans ces amendements pour cette nouvelle constitution qui est proposée à la voie référendaire, il n'est pas prévu le cas d'empêchement. C'est l'ancienne constitution, l'ancien article 102 qui reste pendant. Donc, en cas de vacances déclarées, c'est donc le président du Sénat qui va assumer l'intérim pendant 45 jours, possiblement renouvelable. Exactement ça, mais ça prouve d'autant plus ce que je viens de souligner, c'est-à-dire que le fond de la Constitution n'a pas changé. D'ailleurs, on ne devrait pas l'appeler Constitution, on devrait l'appeler déconstitution. Ce n'est pas une Constitution, parce qu'une Constitution, par définition, a tendance en fait à former justement le corps social et politique et à penser l'avenir économique du pays. Mais là, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que présenter un texte qui ne répond pas aux aspirations du peuple, ce n'est pas une Constitution, c'est une anti-constitution ou une déconstitution. Donc, d'ailleurs, je pense que on spécule, on parle, mais on ne peut même pas parler de constitution lorsqu'il n'y a pas de garantie sur l'indépendance de la justice. Sans indépendance de la justice,
vous avez beau écrire des très beaux articles, ce qui est le cas dans pas mal de chapitres. Il y a des articles qui sont bien écrits, l'indépendance des médias, etc. Mais on sait que techniquement... Pourtant, la propagande du régime est en train de nous dire que ces amendements consacrent la séparation des pouvoirs, chose qu'on a vue nulle part. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Même si dans ce projet de référendum, on voit très bien que le président restera toujours le président du Conseil de la magistrature. On sait qu'il a fait éloigner un petit peu le garde des Sceaux. Il continue aussi de désigner le tiers du Sénat. Et voilà, il désignait ça, il désignait le responsable de la haute juridiction, qui est le Conseil constitutionnel, qui a été... il lui a changé le nom, mais ça reste toujours... Donc il n'y a aucunement... Donc je rajoutais à ce qu'il disait votre invité, Hichem, que je salue, que c'est même pas... On ne parle même pas de l'indépendance de la justice, on parle de la séparation des pouvoirs. En fait, absolument, la démocratie se fonde sur ce principe-là. Il n'y aura jamais de démocratie sans séparation de pouvoirs. Nous, on sait très bien du moment où Bouteflika, à l'époque... Pour vous reprendre, la justice, le président, l'exécutif préside le Haut Conseil à la magistrature. Oui. Pour ce qui est du législatif, c'est lui qui désigne le tiers présidentiel, le tiers du Sénat, bien quoi. Sûr. Bien sûr. Et pour ce qui est donc l'exécutif, le judiciaire, le législatif. Le législatif. Oui, le législatif. Donc il tient en ses mains tous les pouvoirs. Il nomme les walis. Il nomme les walis. Il nomme les chefs de daïra. Et lui-même est sous la coupe des militaires. Voilà. Donc c'est vraiment une séparation. C'est le jackpot pour les militaires, en fait. Ce système hyper présidentiel est le meilleur moyen d'avoir une institution non officielle qui se cache derrière. Parce que s'il y avait un contre-pouvoir en Algérie, même les militaires ne pouvant pas faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Donc du moment le système, c'est pour ça beaucoup dans le Hirak, même ailleurs, dans les démocraties en général, on voit qu'ils sont en train de descendre vers le bas dans ce qu'on appelle la démocratie participative, collaborative. On parle de beaucoup de notions. On parle même de tirage au sort. Voilà, donc voilà. Donc le système algérien et surtout cette constitution est aucunement un changement. Au contraire, c'est pire. Moi, je cite juste l'alinéa 4 de l'article 30. Est une catastrophe pour l'Algérie. Rappelez-le nous. En fait, il donne le droit à l'armée de protéger les intérêts vitaux de la nation. Donc, du coup que... Dans le cadre des Nations Unies... Non, même pas ça. Ça, c'est l'intervention... Oui, ça, c'est la ligne 4 de l'article 30. Oui, et pardon, ça, il est passé inaperçu. Ça veut dire et ça, en fait, on s'approche un petit peu de l'exemple égyptien. Vous savez, l'exemple égyptien, il est parmi les... C'est un cas d'école. Il met sous tutelle la nation et l'État. Il dit que... Tarek El-Voun a écrit un article magistral sur la question, où il a attiré justement l'attention sur ça, où l'armée... on lui fait un boulevard dans l'exercice de la politique. Vous savez ce qu'on a reproché à l'armée? Maintenant, l'armée peut intervenir à tout moment, si cette constitution passe, peut intervenir à tout moment pour arrêter un processus électoral ou arrêter, ou je ne sais pas, faire un coup d'État et te dit que oui, constitutionnellement, dans le cadre de l'alinéa 4 de l'article 30. Bien sûr, mais bien sûr, elle peut tout faire parce qu'elle est garante des intérêts vétos de la nation. Ça veut dire que c'est un boulevard pour tout, on peut tout mettre dedans. Ah mais bien sûr. C'est légaliser en fait ce qui se pratiquait. Déjà, voilà, ça devient constitutionnel. C'est aussi pour répondre à l'opinion publique internationale. Et comme ça, à l'international, on n'a même pas besoin de dire « Oh là là, ce qui se passe en Algérie, c'est scandaleux. » Mais tout ça, c'est pensé pour eux, mais c'est surtout pensé pour l'opinion internationale. Eux, ça fait... Depuis l'attentat de 2011, ils ne travaillent que là-dessus. Ça veut dire qu'ils constitutionnalisent la même mise de l'armée sur le politique. C'est ça. Sur la souveraineté du peuple. C'est ça, mais d'ailleurs, rien que l'absence actuelle de Tebboune, c'est révélateur. Jabouh al-Askar, Dawah al-Askar. Et c'est l'Askar qui s'exprime en ce moment par la voix de Chenguele. Il avait la campagne pour le référendum. Il a parlé pour le référendum. Il faut le reconnaître qu'il a parlé. Donc, Jabouh al-Askar, c'est ce que les gens crient dans la rue. Finalement, Jabouh al-Gaïd Salah. Durk, par contre, Shkoulider, on ne sait pas. Et c'est là où il y a quand même un irrespect, comme vous avez dit tout à l'heure. Rien que en fait, la description du peuple dans leur bouche, là, vous comprenez quel est le rapport qu'ils ont avec ce peuple-là. Parce qu'on a été traité de chèvre humain.
Voilà, Cherdema, les... Cherdema. Oui, on est des microbes, Vous vous rappelez de ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur dans son fameux discours? Ah oui, il nous a traité de chouette, oui, choses absolument... Ah oui, chouette, ça veut dire il a traité tout le peuple algérien d'être homosexuel. Voilà, c'est ça. C'est pas... À l'époque, on était des médiocres aussi pour Bouteflika, donc ce mépris-là... Qu'ils restent à leur médiocrité. C'est la répétition, c'est l'éternelle répétition. Le mépris institutionnalisé. C'est ça. Et puis, je reviens juste sur tout à l'heure le roi de l'Arabie Saoudite, en fait, parce que c'est très important de faire le lien entre les événements. Dans le livre de Nazar, il précise bien qu'en 1994, il me semble, qu'il a rencontré justement le roi d'Arabie Saoudite, ou je ne sais quel, je pense que c'était le roi, voilà. Les Gallo Shab Lazmoulassa. Donc ça c'est vérifiable, c'est écrit, c'est Nazar qui l'a écrit, moi je n'invente rien, c'est vérifiable. Contre le fils à l'époque. C'est ça, exactement, donc Shab Lazmoulassa. Répétition, donc il y a le roi de l'Arabie Saoudite, déjà qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Rien que tenez, je vais vous donner des extraits de cet article. Voilà, nous on n'a même pas envie de nous occuper en fait de cette information-là. Moi je vous dis, c'est quand je cible, quand j'ai un objectif, ça devient obsessionnel et c'est comme ça qu'on arrive à l'atteindre en fait. Le 1er novembre, c'est le boycott. Ne rien lâcher. C'est pas haja wahd okhra. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une télé-réalité. Moi, je regarde pas ces bêtises-là qui abrutisent les gens. C'est de la télé-réalité. Il faut pas qu'on soit distrait avec ça. Ils font leur sauce. On ne laisse pas nous divertir. Non, 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 c'est de la diversion, justement. Il ne faut pas se laisser divertir. Moi, qu'il soit transporté dans un avion qui... Mais d'ailleurs, la question, elle se pose aussi. Dans un avion, quand ils l'ont emmené dans un avion mandaté par la France ou affrété par la France, il est où l'avion présidentiel? Il a transporté sa famille pour le rejoindre. Ah, ben voilà. Ah oui, il a atterri parce qu'on a relevé qu'il y avait 2 avions qui ont atterri à l'aéroport. Il y avait un avion algérien et puis l'avion français. Un avion médicalisé, un avion Rolls. Dans le monde actuel, on ne peut jamais cacher. Eh oui, oui, oui. Maintenant, c'est fini. Il faut relever la gravité du moment. Il faut vraiment appeler les gens, parce qu'il y a une OPA, il y a un groupe qui fait une OPA sur tout le peuple, sur tout le territoire. Mais ça dure depuis longtemps. Mais là, c'est très grave. Là, c'est très grave. Là, parce que déjà, on sait très bien qu'ils vont aller vers le gaz de schiste. Ils vont détruire la plus grande nappe phréatique au monde, la plus grande réserve d'eau douce au monde. Maintenant, ils vont faire du commerce avec nos enfants, nos militaires, ceux qui sont là pour défendre le pays. Ils vont faire du business. On sait très bien, la guerre, ça rapporte beaucoup d'argent. Ils ont enlevé le 51-49. Ils ont tout donné. C'est pour ça qu'il faut relever vraiment la gravité de la chose et appeler le peuple, tout le peuple, ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui hésitent, que le 1er novembre, c'est une date qu'il ne faut pas rater. Il faut vraiment être présent, sortir et dénoncer. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de le faire passer quand même avec le monsieur qui est en Allemagne, mais ils vont essayer de le faire passer. Demain, ils vont vous dire, oui, voilà, il y a le, je sais pas, un tel qui va ratifier et on va, c'est bon, c'est fait. Parce que ce pouvoir, le fait accompli, il fait que ça. Le fait accompli. Des élections le 12-12, vous voulez pas des élections, on vous fait des élections, on a un président. C'est bon, on avance. Avant d'en arriver au référendum, comme ces gens n'ont pas l'habitude de se laisser prendre au dépourvu, est-ce que vous croyez que le casting du remplaçant a déjà commencé? Sûrement. Ah oui, sûrement, c'était... Oui, ils ont leur remplaçant, la bousculade. Ouais, mais aujourd'hui, ils ne sont plus aussi homogènes qu'avant, les décideurs. Ah, c'est ça, de toutes les façons. Quand il n'y a pas beaucoup d'argent, ils ne sont pas copains. Ouais. À chaque fois que le prix du pétrole, il baisse, ils ne sont plus copains. Mais dès que ça augmente, là, ils redeviennent copains. Oui. Parce que le gâteau, en fait, c'est le partage du gâteau. Quand le gâteau est grand, il y en a pour tout le monde. Ils peuvent même se marier entre eux, faire des fêtes. Et tout. Mais quand il n'y a pas beaucoup d'argent, et c'est pour ça que le Covid... C'est la logique de la meute, le Covid, excusez-moi, en fait, le Covid, moi, quand il est arrivé, je me suis dit, c'est bon pour le pouvoir pour le court terme, mais c'est bon pour la révolution, pour le long terme. Parce que la révolution a lieu quand le peuple n'en peut plus et le pouvoir ne peut plus.
C'est à partir de là qu'il y a la révolution. Et avec la crise économique qui se profile, c'est une crise que je n'ai jamais vue, même 29. On va consacrer une émission sur ça, très, très... Même 1929, c'est gravissime. Rien devant oui. Devant ce qui nous attend, c'est terrible. Maintenant, il y aura une crise sociale, il y aura une crise économique, il y aura une crise de légitimité, il y aura toutes les crises en Algérie. Et là, il faut voir la jonction de toutes les crises. Il faut que les travailleurs en soient avec les travailleurs. Et vous ne craignez pas que lorsque la crise économique nous tombera sur la tête, que les revendications sociales, que la faim, que la misère prennent le pas sur la contestation politique? Il faut que le Hirak soit avec eux. Les syndicalistes, les ouvriers, le Hirak, il faut qu'on soit tous ensemble, en bloc. Il faut préparer dès maintenant. Ben oui, parce que, par exemple, on va voir les travailleurs de Numilog, qu'est-ce qu'ils demandent? Le droit de se syndiquer. Numilog, c'est l'entreprise Arab. Le droit de se syndiquer. Le droit de se syndiquer, c'est une liberté. Oui. Mais le Hirak, c'est quoi? On demande des libertés. Alors, il faut accompagner ces travailleurs. Il y en a un qui fait un pas envers l'autre. Les travailleurs font un pas vers le Hirak, et le Hirak fait un pas vers le travailleur, et c'est à partir de là, parce qu'on a choisi la révolution non violente. La révolution non violente, elle demande la masse. On ne peut pas aller disperser. On ne peut pas aller que pour la démocratie et l'autre de son côté que pour le salaire et l'autre pour le... Non, il faut qu'on soit tous ensemble. Alors, avant d'aborder le dernier sujet, celui du référendum, nous allons redonner la parole à Hicham Rouib avant de le libérer. Hicham Rouib, je vous lis d'abord le SMS que nos compatriotes en France ont reçu dans leur téléphone via le consulat. Référendum pour la révision de la Constitution. Les bureaux de vote du consulat d'Algérie à Bobigny ouvrent en période de confinement sanitaire pour les inscrits sur les listes électorales, etc. Le 31, bon, il ne faut pas leur faire de la promotion. Telle date et telle date. Et donc, voilà, finalement, on les a arrangés. Vous voyez un peu cette sorte de connivence. Hein, c'est confinement très sévère, mais pour les consulats algériens, ils peuvent aller voter. Dans ce cas, cela veut dire que les autorités françaises ont considéré qu'aller voter auprès du consulat d'Algérie était une nécessité absolue. Voilà. Mais bon, on comprend par là qu'il y a un copinage intergouvernemental qui était bien mis en place depuis des décennies de toute façon. Mais pour être très bref, et je rebondis sur quelques points que vous aviez cités, vous, avec vos invités. Donc vous avez parlé du tirage au sort qui est, à mon avis, le cœur et la carte maîtresse de la démocratie, puisqu'on a tendance à l'oublier, puisque se baser sur l'élection comme moyen de c'est une option qui reste encore très utopique. Hein. Elle n'est pas du tout utopique. Du moins discutable et qui nécessiterait... du coup, je peux vous énumérer des dizaines d'exemples sur l'usage du tirage au sort dans la politique. Hein. Les assemblées constituantes qui ont été nommées en Irlande, en Islande, etc., elles ont utilisé le tirage au sort. Et d'ailleurs, ça a donné plus de parité et ça a donné une meilleure représentativité de la société. Entre parenthèses, une information qui passe aussi inaperçue, Rwanda, c'est le seul pays au monde qui a le plus de nombre de sièges dédiés aux femmes qu'aux hommes. Et ça, c'est dû au tirage au sort, justement. Donc, on n'a juste pas creusé la question, et médiatiquement, on n'en parle pas. Mais si vous faites une simple recherche sur Internet sur le tirage au sort en politique, vous allez tomber sur des centaines de publications scientifiques et académiques qui retracent le tirage au sort, son rôle dans la politique. Et c'est pour ça que les inventeurs de cette option considèrent tirage au sort par sa nature aléatoire ne peut être que juste, elle ne peut pas être discriminatoire. Mais ce sera l'occasion d'une autre discussion parce que c'est un sujet vraiment... Mais sinon, sur le référendum, alors je vais vous poser la question que j'ai posée à mes autres invités. On se serait attendu à ce que les partis de l'opposition appellent au boycott. Parce que, en fait, cette consultation n'a été décidée par le régime que pour une seule chose. Ce n'est ni pour le faire intervenir l'armée, c'est pour montrer des images de bureaux de vote remplis, pour faire oublier la Bérésina du 12 décembre. Or, ces partis politiques n'appellent pas au boycott, bien au contraire. Zama, pour faire les champions, les oraux, ils disent « allez voter, mais votez non », comme si ça voulait dire quelque chose. Et il n'y a quasiment pas de partis politiques qui ont appelé au boycott,
Même le FFS nous a confirmé tout à l'heure qu'il ne l'a pas fait. Il n'y a que le fils, parti dissous par le régime et qui se considère comme non dissous, qui a appelé clairement par un communiqué au boycott. Sinon, les autres partis, au pire des cas, ils disent « nous rejetons l'élection », enfin, dans le meilleur des cas, et au pire des cas, ils appellent, y compris les partis de l'opposition, dits de l'opposition, à aller voter, comme le parti de Sofiane Djilali, entre autres. Pour être très clair, moi personnellement, et ça ne concerne que mon avis propre, en fait s'appuyer sur les partis politiques, c'est une fausse approche de lutte politique justement, parce que ça nous condamne à penser la politique que dans la logique partisane, alors que non. La logique représentative avec les partis politiques, elle est révolue à mon avis, et d'ailleurs on voit partout que la démocratie représentative, elle en souffre. Maintenant, on a tendance à aller vers une démocratie plutôt participative, directe, et ça marche le plus, notamment avec les moyens technologiques. Maintenant, appeler au boycott, est-ce que ça va changer quelque chose? À mon avis, aller voter, non, ça arrange le pouvoir, parce qu'en fait, il y aura l'impression sur la symbolique de la participation, et ça, évidemment, on sait très bien que les votes sont trafiqués, parce qu'il n'y a pas d'instance indépendante de surveillance, et surtout, on sait très bien qu'avec ou sans l'appel des partis politiques, rien qu'avec le corps des fonctionnaires, que ce soit militaires, policiers ou fonctionnaires de la fonction publique qu'on oblige à aller voter, et bon, ils vont sortir en fait un vote positif parce qu'il n'y a pas de seuil. Vous croyez qu'ils vont obliger les fonctionnaires à voter? Les militaires, je comprends, mais les fonctionnaires, ils pourraient les obliger à voter? Vous ne savez pas que le dernier vote là, de 12-12, en fait, ils ont appelé les fonctionnaires à voter. Ils ont appelé les hauts fonctionnaires à voter, oui. Dans le ministère, moi, je connais des gens dans le ministère des Finances, dans le ministère des Travaux publics, qui ont été invités à voter. Invités, pas sommés. Les militaires ont été sommés de voter et voter deux fois. Comme les policiers d'ailleurs. Mais oui. C'est-à-dire que si on fait l'agrégation à la fois des militaires, des policiers, des pompiers et des fonctionnaires et des gens qui sont d'ailleurs avec le pouvoir, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont favorables au pouvoir en place. Donc, bien sûr. Comme il n'y a pas de seuil minimum, donc forcément il y aura un vote à leur faveur. Maintenant, appeler au boycott... Mais le 12-12, ils n'ont eu qu'à peu près 8% d'électeurs qui sont déplacés dans les bureaux de vote. Et même avec 3%, ça passera. Il n'y a pas de seuil minimum dans la loi. Oui, mais sur le plan de l'image qu'ils veulent véhiculer, ils veulent montrer des bureaux de vote remplis, un tant soit peu. Vous le connaissez mieux que moi, j'imagine. Enfin, ils sont capables d'utiliser des anciennes images, des montages vidéo. Ils vont pas forcément que se baser sur la participation des gens qui sont convaincus par le vote ou qui sont appelés à voter. Donc on peut même utiliser, ils l'ont déjà fait avec la dernière élection, ils ont utilisé des anciennes vidéos, il y avait un montage d'images dans des régions isolées, et ils ont même invité des personnes dans ce qu'on appelle l'Algérie profonde, même si j'aime pas cette appellation, à les inciter par des denrées alimentaires pour aller voter. Donc on sait très bien qu'ils peuvent mobiliser un peu de personnes, et on peut en fait aussi utiliser les militaires c'est arrivé en Kabylie en fait à Béjaïa, où j'avais assisté en fait à la scène où il y avait des militaires en civil qui avaient voté dans une école dans une commune un peu reculée dans un village à Béjaïa. Donc on sait très bien que ils ont mis une façon de trafiquer. Maintenant, est-ce qu'on discute de la façon avec laquelle le vote passera, ou bien on discutera de comment résister ou de comment lutter. Comment résister, à votre avis? Je pense que c'est cette deuxième option qui demande un débat assez profond, parce qu'actuellement, il ne faut pas se mentir, dans le Hirak, on n'arrive pas à créer un consensus et rallier tous les rangs pour en fait lutter de la même manière. Parce que, à mon avis, on s'est trompé de choix, de priorité. C'est-à-dire qu'on a délaissé ce qui nous rassemble et on s'est concentré sur ce que nous disent. Et moi, je répète souvent la phrase de Montesquieu. Montesquieu disait « Commencer par le conflictuel, c'est enterrer le consensuel ». C'est-à-dire qu'au lieu de parler sur ce qui nous réunit, on a passé beaucoup de notre temps à parler sur ce qui nous divise, à savoir la question de l'islam, la question de l'égalité homme-femme. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est super important tout ça, mais est-ce qu'on va discuter de la même manière et les aborder tout de suite, ou est-ce qu'on va passer sur autre chose? Est-ce qu'on va parler des mécanismes et de la manière avec laquelle on doit lutter? Est-ce qu'on va parler sur la transition, comment on va la mener? Est-ce qu'on va passer par une Assemblée nationale constituante? Est-ce qu'on veut une présidence collégiale? C'est des questions là techniquement et politiquement pures, des questions de liberté.
Et si on passe à côté de ça, et forcément, il y aura d'autres sujets conflictuels qui vont nous rattraper. Et je pense qu'on a passé beaucoup de notre temps à parler du conflictuel qui a malheureusement un peu divisé les rangs du Hirak. Hicham Rouibah, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. J'espère que vous serez plus souvent avec nous. Très ravi de vous avoir eu. Merci beaucoup. Au plaisir de vous rencontrer encore une fois. Alors, mes chers amis, le référendum, comme l'a si bien suggéré Hicham, que faut-il faire? Et c'est vrai que les partis politiques qui n'ont pas appelé au boycott ou qui sont très timides, qui s'expriment, ils ne comptent vraiment pas, hein, très franchement. Par rapport au Hirak, tous les partis politiques réunis, y compris ceux du régime, ceux de l'opposition, j'imagine qu'ils ne pourraient pas remplir à eux tous un seul stade. Donc, pour dire, hein, je m'excuse, je ne lance la pierre à personne, mais pour essayer de dire les choses comme elles sont. Sinon, comment il faut faire pour essayer de refaire le record national du boycott depuis 1962, qui a été celui du 12 décembre? Sincèrement, c'est à J-1. Oui. Voilà, c'est difficile, hein. J-1, c'est... Il y a déjà une disposition du peuple algérien qui est en train de bouder complètement. Hein, et oui. Ils ne se sont pas concernés. Mais c'est comme le 12-12, hein, mais ça n'a pas suffi. Parce qu'effectivement, moi je rejoins Hicham sur ce qu'il disait. Il suffit pour eux de faire sortir voilà, les gens à l'armée, les fonctionnaires, parce que eux, c'est ce qu'ils ont. Ils ont besoin, devant les caméras, d'avoir une queue de personnes. Voilà. Quelle que soit la nature de qui sera pas facile. Après, c'est facile pour eux. Ils ont même trafiqué des images pour faire passer des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont reconnu leurs parents à la télévision qui sont morts depuis des années. Donc, c'est pas. Mais il paraît que c'est vrai, c'est arrivé. Oui, c'est vrai. Des gens ont reconnu leurs parents décédés. Tout à fait, dans les bureaux de vote. Tout à fait, oui. Incroyable. Et puis après, moi, je pense que de toute façon, on ne va pas pouvoir l'empêcher. Il faut se rendre à l'évidence. Il ne faut pas se leurrer. Le 1er novembre, il va passer. Ils vont le passer comme ils le souhaitent, je ne pense pas. Voilà. Ils vont bourrer aussi les urnes. C'est ça. Maintenant, ça ne s'arrêtera pas là parce que, justement, il faudra revenir justement à ces discussions-là, et se mettre d'accord sur des objectifs. Et là, je rejoins encore une fois Hicham. Oui, il faut sortir de tout ce qui divise. Il faut sortir de la feuille de route de Chafiq Msbah pour laquelle il a été engagé. On n'est pas si dupe que ça. Et Anna contre-khota, voilà. Donc il faudra contourner. Non, il faut avoir une contre-khota. Contre-khota, voilà. C'est contre-khota au carré. Voilà. Et il faudra sortir de ça. Effectivement, nous, on nous a amené sur des discussions qui plutôt divisent et qui n'ont pas lieu d'être, hein, finalement, hein, parce que ça a été essayé fait le bled, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que, oui, c'est toujours, en fait, vous savez, c'est vraiment le travail et la méthode et la stratégie des régimes dictatoriaux, c'est isoler, diaboliser, éliminer. Voilà. Donc ça, il faut faire très attention. C'est isoler, diaboliser, éliminer. Voilà. Et là, pour le coup, Ça commence par diaboliser. Ça commence par diaboliser. Ouais, ou là, en fait, diaboliser, isoler, et puis voilà. Et puis éliminer, voilà. En fait, ça... C'est vrai, quand on diabolise quelqu'un, on l'isole plus facilement. Bah, c'est ça. Et une fois isolé, on l'élimine plus facilement. Bah, c'est ça, exactement. Donc, moi, il y a certains mouvements, hein, dans le Hirak qui ont été diabolisés justement pour être mieux isolés. Absolument. Et ça rappelle des pratiques des années 90. Donc, التاريخ يعيد نفسه. Donc, si Nazar lui-même, il va écrire dans son livre que le roi de l'Arabie Saoudite qui s'est prononcé encore aujourd'hui, si on parle encore aujourd'hui de diaboliser, isoler, éliminer, bah, c'est arrivé avec parce que la guerre contre les civils, c'est pas la guerre civile des années 90, la guerre qui a été menée contre les civils dans les années 90, c'était en diabolisant un parti politique pour lesquels ces gens-là ont voté. Voilà. Et donc là, on est en train de revenir un petit peu. C'est pour ça qu'on est entré dans ce débat-là d'idéologie. C'est pas le moment. C'est pas le moment. On parle d'abord de libérer un pays de la poigne d'un groupe de militaires qui l'ont complètement... Une mafiocratie. Voilà.
étatique qui s'est installé à la tête de ce pouvoir-là et qui ne veut pas lâcher. Pendant ce temps, on est en train de parler de choses qui ne nous concernent pas finalement. Et vraiment, elles ne nous concernent pas. Ni sur le plan culturel, ni sur le plan identitaire. Je pense qu'il faut aborder les choses autrement. Les partis politiques, tout à l'heure, votre question c'était sur les partis politiques, est-ce qu'ils doivent appeler à boycotter Je pense que la responsabilité de partis politiques maintenant, c'est non seulement d'appeler à boycotter et empêcher les élections. Parce que ces empêcher. Vous êtes de il faut empêcher cette catégorie des gens qui pensent. Est-ce que ça ne pourrait pas éloigner de Selmiya Selmiya? Notre plus belle victoire. Oui. Depuis le début du Hirak, à mon avis, j'estime, c'est notre mobilisation le 12-12. Parce que le 12-12, ils ont fait passer leur président. Mais au niveau international, il n'est pas passé. Il n'y en a pas un président qui lui a rendu visite. Il y a Erdogan qui est venu pour la Libye, on sait très bien, et le seul qui va chez lui, c'est bien le ministre des Affaires étrangères française, qui maintenant, à chaque fois qu'il a envie, il prend l'avion, il va en Algérie pour donner des ordres. Sinon, il n'a pas eu personne. Personne, aucune grande personnalité. Mais ils s'en fichent. La reconnaissance internationale, généralement, ils ne se mêlent pas des affaires intérieures d'un pays. Avec la crise économique, oui. Maintenant, ils auront besoin d'argent. Oui. Pour la crédibilité, pour emprunter. Voilà. Oui. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut vraiment se mobiliser, empêcher le vote, même si c'est seulement dans une région. Il faut que les Kabyles... Il faut que la Kabylie reste à zéro. Il faut qu'il régresse. C'est vrai qu'elle a été à zéro. Il faut que la Kabylie reste à zéro. Et ça, les seuls qui ont voté en Kabylie, quand ils ont pu, c'était les militaires. Au niveau international, qui a toute une région qui n'a pas voté, ça ne passe pas. Oui. Ça ne passe pas. Demain, il va devoir... Après bon, là, je parle par exemple, le peuple en Algérie, qu'est-ce qu'il doit faire et tout. Ils doivent vraiment empêcher, essayer d'empêcher vraiment autant qu'ils peuvent ces élections, comme ils ont fait au 12-12. Et après, à nous ici d'aller vers les instances internationales et leur dire clairement qu'il ne faut pas reconnaître ce pouvoir. Parce qu'eux, avec ce référendum, ils veulent gagner de la légitimité pour que demain ils aillent demander de l'argent à la Banque mondiale, oui, et parce que la communauté européenne, ils ont le droit de veto à la Banque mondiale, ils vont faire copain avec du marchandage avec nos militaires au Sahel. Tout ça, ça s'emboîte en fait. Il faut vraiment insister sur l'illégitimité de ce pouvoir, empêcher autant qu'on peut, bien sûr, sans violence, les élections. Après, nous, il faudrait vraiment qu'on dénonce. On dénonce, par exemple, moi, je parlais tout à l'heure avec mon camarade. Mais empêcher, s'il y a un nombre important dans une telle ou telle localité, un nombre important d'électeurs qui veulent voter, qui considèrent qu'ils ont le droit de voter, on ne peut pas les en empêcher. Non, même s'ils sont les alliés naturels du régime. On n'a pas, le 12-12, on n'a pas empêché. Oui. Je pense qu'empêcher, c'est un mot facile à dire, mais en fait, nous, on est dans un autre, je pense, registre, le Hirak. Ce qui peut être fait en Kabylie ou dans certains villages ne peut pas être fait ailleurs, dans des grandes villes, avec des gens qui ne se connaissent même pas, dans une autre configuration sociale et urbaine. Donc, il ne faut pas aller dans la... Et en plus, démocratiquement, je pense qu'on est plus dans le débat, un petit peu essayer de convaincre les gens que d'aller les empêcher, parce que ta liberté s'arrête quand commence la liberté de l'autre. On ne peut pas empêcher les gens. Moi, je pense que le référendum, ça va être un non-événement comme le 12-12. Donc, où on est pas... Le 12-12, ça n'a pas été un non-événement, ça a été le boycott actif le plus puissant depuis l'indépendance. Oui, mais je ne parle pas de ça, en fait. Un non-événement par rapport à la configuration politique de l'Algérie, c'est-à-dire pour la situation politique algérienne. Le 12-12, on a eu un président, entre parenthèses, mais il a à aucun moment résolu le problème de la légitimité, ni le problème de fond du système, en fait. Oui. Où est l'Algérie depuis le 12-12? Est-ce qu'elle a évolué politiquement? Est-ce qu'elle a pu au moins reconfigurer politiquement? Est-ce qu'ils ont des partis politiques, des associations? Rien du tout. Donc je pense que ne pas trop s'attarder sur le référendum, pour moi, il va tomber dans l'eau
vu encore la situation la condition de santé de Tebboune. Donc pour moi, c'est un non-événement. Moi, je pense que tout est en faveur du Hirak et au peuple. Moi, quand je parle Hirak, le Hirak, il représente un petit peu dans ses idées l'aspiration du peuple algérien. Tout est en faveur, vu la crise qui existe dans l'institution militaire. Il n'y a pas d'homme fort. Chingriha et Ben Ali ne s'entendent pas. Chingriha n'a pas pu constituer sa troupe et ses alliés. Chingriha est un maillon plus ou moins faible à l'intérieur de l'institution militaire. Donc la crise économique va être très grave. En fait, l'Algérie, actuellement, tout le monde dit qu'il nous reste 2021 et on sera en cessation de paiement. Oui. L'Algérie, début 2022, elle sera en cessation de paiement. Nos réserves de change sont en train de couler. Vous savez que la Banque centrale ne publie plus les chiffres des réserves de change? Parce qu'il semble qu'ils soient descendus au-dessous de la barre des 40 milliards. Mais bien sûr qu'ils sont descendus parce que les recettes, en fait, on s'attendait en 2019, on a eu 37, je pense, milliards de dollars. En 2020, on va avoir à peine 20 milliards de dollars. On a perdu 40% à peu près. Rajoutons à ça la crise sanitaire, la pandémie du Covid, qui va encore faire baisser, chuter la consommation, la demande aux hydrocarbures. Donc l'Algérie va directement vers une crise économique grave. Et en fait, même tous les économistes disent que c'est un cas d'école, en fait, avec tout ce qu'elle a vu. Rappelons qu'en 2014, on était à 100 milliards de dollars de réserves de change. Donc le 4e mandat de Bouteflika, c'était le mandat où tous les mafieux ont pioché, ont saccagé l'Algérie. De 100 milliards, on se retrouve à 40, à moins de 40. Le niveau avait atteint 200 milliards. Oui, 200 milliards. À un certain moment. Mais bien sûr, on était à 200 et quelques milliards. Donc l'Algérie va droit au mur, tout le monde le sait. Donc je pense que tout ça est en faveur du Hirak. Je reprends le point qui a été abordé par l'intervenant. Oui, le Hirak, je pense, le Hirak, il est aussi en position de force parce que quand on parle de la fièvre idéologique qu'on a chopée, je pense qu'elle est naturelle. Il faut choper cette difficulté. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas. C'est vrai, c'est une contre-révolution qui est en cours. Paris est au cœur de cette contre-révolution, on le sait très bien. Tout a été introduit à Paris. Mohamed, donc, pas de stratégie. Justement, ça va y arriver. En fait, il y a une maturité qui ne peut pas se décréter. La maturité politique, elle s'acquiert sur le terrain. On est en phase d'acquérir. Je pense, quand on parle avec les hirakistes en Algérie, ici, ailleurs, je pense que tout le monde converge vers cette... C'est pas une feuille de route. Les feuilles de route, elle est claire. Maintenant, on cherche les mécanismes. Ce qu'il a dit, oui, on ne sait pas quels sont les moyens de concrétiser la volonté populaire. Est-ce qu'à travers une assemblée constituante, est-ce qu'à travers une assemblée, à travers un parlement qui fera office d'une assemblée constituante? C'est là, en fait, il faut parler. Attends, juste je finis. Quelle est la place de l'armée? Je pense que tôt ou tard, le Hirak, le peuple, doit rentrer en négociation avec les militaires. On ne peut pas ne pas rentrer en négociation avec les militaires parce que c'est les seuls détenteurs du pouvoir en Algérie. Ignorer ça, c'est que ignorer le contexte algérien complètement. Il faut rester réaliste. Oui. Les militaires ne vont pas donner ce pouvoir aussi facilement. C'est normal. Donc il faut faire le rapport de force sur le terrain et s'organiser parce que si les militaires, un jour, demandent de parler avec le peuple algérien, quels sont les porte-paroles du peuple? Les partis politiques décriés, le Hirak n'est pas organisé. Donc nous aussi, on est en phase de réflexion pour mettre les bases d'une vraie alternative politique. On ne peut pas faire autrement. Et du coup, ça va venir, je pense, les mois à venir. On a tout de notre côté, vu que le militaire, c'est un petit peu... Le pouvoir militaire s'est déshabillé encore une fois. C'est Chingriha qui gouverne. On est reparti à l'époque avril 2019. Maintenant, c'est Chingriha qui va gérer. Jarrad, on sait qu'il est pour rien, il n'est pas décisionnaire. Aucune personnalité ou instance va décider. Donc là, on va avoir un face-à-face peuple, institution militaire. Et c'est là où il faut maintenant mettre le paquet. Vous avez fait le jeu en avril 2014 jusqu'au décembre. Vous avez programmé des élections en juillet, ça n'a pas été tenu. Maintenant, on ne veut plus parler d'élections. L'élection ne résout pas le problème de la légitimité en Algérie. On veut aller s'asseoir, discuter de l'avenir de l'Algérie que vous allez faire tomber et puis prendre votre avion et partir à l'étranger. Hussein. Maintenant, là, je crois qu'on parle de mécanisme, de parler avec le pouvoir, de mettre autour de la table. On n'a encore rien gagné. Il faut déjà gagner une bataille. Il faut déjà gagner la bataille de la rue pour espérer
une ouverture où on puisse peut-être discuter. Moi, je n'ai pas envie de discuter avec ces gens-là. Il y a beaucoup, de toute façon, la majorité du peuple ne veulent pas discuter, mais à un moment donné, peut-être, il faudra discuter des modalités de leur départ. Mais on a encore rien gagné. Il faut d'abord gagner une bataille. Il faut appeler le peuple à sortir dans la rue. Il faut qu'on se réapproprie la rue comme c'était au 22 février. Maintenant, c'est pour ça que moi, je suis vraiment, franchement gêné que des gens qui parlent de mécanismes alors qu'on a des gens qui sont en prison, ils n'ont pas le droit de parole, eux. Ils ne peuvent pas donner leur avis. En Algérie, il n'y a pas le droit de rassemblement. Comment ils vont pouvoir donner leur avis? Au début, il y avait des agoras et tout, partout dans Alger, et partout dans la Kabylie, et partout en Algérie. Les gens ils discutaient, donnaient leur avis. Maintenant, ils ne peuvent plus donner leur avis. Maintenant, c'est qui va faire ce mécanisme-là? C'est nous, la diaspora? Je présume que non. Je ne crois pas qu'on est habilité. C'est le peuple. Je crois pas qu'on dans son entièreté. Dans l'entièreté. Y compris la diaspora. Il faut se réapproprier la rue et faire sortir les gens qui sont en prison et avoir le droit de rassemblement, le droit de s'organiser, le droit de s'associer pour qu'on puisse parler. Moi, je ne dis pas la démocratie de la citoyenneté. Comment l'arracher, ce droit? Le régime ne va pas vous le donner. Comment faire pour avoir tout ça? Au début du Hirak, il y avait quelque chose qui a commencé à s'installer dans la rue, qui était très très intéressante et très importante et très instructive en fait. C'est que les gens faisaient des agoras. Franchement, c'est pas le voilà, c'est pas le mot non, que non, vous je aimez l'affectionne pas, non, oui. non, donc je préfère voilà, c'est ça. Comme disent les qabaïl shawiya, exactement. Voilà. Et qui parlait politique. Parlait politique, hommes, femmes, petits et grands. C'était des images vraiment d'une grande richesse pédagogique sur le plan politique, parce que ça n'appartient à la politique. Je pense qu'effectivement, il y a des experts, il y a des gens qui sont vraiment dans ces mécanismes et dans ces rouages-là politiques. Maintenant, le peuple dans la rue a montré qu'il était très politisé. Et qu'il avait une haute conscience en fait de politique. Le dialogue. Il faut revenir à ça. Il faut d'abord revenir à ça. Parce qu'il faut inclure, il faut qu'on retourne vraiment au Hirak de base au départ. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Hirak a beaucoup souffert d'infiltration. Oui. Ici et là-bas. Parce que depuis tout à l'heure, on a parlé des militaires. Le régime n'allait pas s'en priver. On n'a pas sa méthode. C'est ça. La police politique, en fait, elle est... Elle est redoutable. Elle est redoutable et elle dirige. Elle dirige, c'est elle qui dirige. Donc le Hirak, il a été infiltré ici et là-bas. Et je pense beaucoup plus ici. On en a beaucoup souffert. Et vous savez pourquoi il a infiltré en particulier le Hirak parisien? Vous J'imagine que vous le savez. Oui. Parce que le cœur battant du régime est à Paris. Exactement. Leurs biens, leur famille, leur fortune, leur argent, le blanchiment de leur argent, tout est là. Moi, je pense que main dans la main, les deux capitales, Alger et Paris, vraiment pas plus qu'une semaine, mais la main dans la main avec beaucoup de sincérité. Moi, je pense qu'une semaine suffit largement au peuple, et je dis bien au peuple. Et par la suite, vraiment, moi, vous savez, on revient un peu à un discours de quarantenaire, une femme quarantenaire qui tient une maison. C'est un peu machiste, je pense que je vais fâcher plein de filles. Quand on fait le ménage, il y a un processus. Voilà, il y a un processus, on fait la poussière d'une certaine manière, on fait... Voilà. C'est des priorités. C'est des priorités. Mais ça, c'est connu, la priorisation des hiérarchies. Voilà, donc c'est en fait, une thématique hyper connue. Je pense qu'il faut vraiment être réaliste. Il faut d'abord qu'on nettoie vraiment le Hirak. Vraiment, je pense que sincèrement, on a été pollué, à minima, parce qu'il faut toujours garder cet espoir-là qu'on ira jusqu'au bout, et on ira jusqu'au bout. Je pense qu'un nettoyage à minima est de mise, et par la suite, bien sûr que ça passe par des mécanismes et des rouages, et bien sûr qu'on n'a pas tous ces moyens-là, parce qu'on n'a pas tous été formés à ça. Mais on a été formés à quelque chose qui s'appelle la solidarité et la sincérité dans un combat. Et par la suite,
bien sûr, chacun occupera sa place. Ça, c'est une évidence. Et pour revenir, juste un dernier point par rapport à la cessation... Ce sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin, merci beaucoup. Ça sera par rapport à la cessation de paiement, au problème économique dans lequel l'Algérie, effectivement, s'engouffrera incessamment sous peu à cause de toutes ces pratiques-là et ces vols et ces... Le crash, quoi. Le crash. Le crash, il a quand même été causé par toutes ces valises qui ont fui ailleurs. Il faudra les récupérer. Parce que bon, Tebboune, il a dit qu'il savait où elle était. Donc j'espère qu'il a laissé l'information à quelqu'un. S'il n'a pas laissé l'information à quelqu'un, je pense que des enquêtes internationales pour corruption doivent être demandées. Je pense que ça fait partie du Hirak, des actions comme ça, en fait, pour récupérer... Surtout le Hirak de la diaspora. Surtout le Hirak de là la où se diaspora. trouve cet argent. Exactement, c'est de récupérer ces dossiers-là et de faire des démarches, en fait, pour qu'on puisse récupérer cet argent-là, qui répondra peut-être pas à couvrir, en fait, ces dettes et cette crise économique dans laquelle on y va. Mais je pense que ça couvrira au moins une partie et ça sera aussi une revanche. Parce que ce n'est pas normal qu'ils partent comme ça avec tout cet argent-là qui ne leur appartient pas, et qu'ils vivent comme des pachas après tout ce qu'ils ont fait. Voilà, qu'ils vivent, ok, notre Hirak est pacifique de toute façon et on est des gens civilisés, je pense beaucoup plus civilisés qu'eux parce que nous, on n'a mis personne en prison. Eux, ils ont mis des gens en prison dans des conditions absolument inhumaines et depuis très longtemps. Par contre, l'argent, il faut qu'ils le rendent. Et ce ne sera que justice. Merci Farida Hamidi, merci Hossein Yahyaoui, merci Ben Issa Mohamed, merci Hicham Rouibeh, merci Sadq Hadjo, merci Shaban Qassi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission à J-1, ça veut dire après-demain. Demain pour la diaspora, pour la communauté algérienne en France. Après-demain en Algérie. Nous n'en disons pas plus, nous allons attendre et voir ce qu'aura décidé le peuple algérien. Fakhamatuhu Shab al-Jazairi. Merci beaucoup. Bra ala khair, bislama.